François Hollande a réuni aujourd'hui un conseil de défense à l'Elysée au lendemain de l'annonce de l'assassinat d'Hervé Gourdel. La France poursuivra ses frappes aériennes sur l'Irak. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est faut-il frapper en Syrie? La France doit-elle frapper la Syrie? Jusqu'à présent, les autorités françaises étaient contre. Mais le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, n'exclut plus aujourd'hui cette hypothèse. Écoutez-le, c'était ce matin chez nos confrères de RTL. En ce qui concerne la Syrie, je veux dire que nous ne sommes pas inactifs puisque la France a été le premier pays à reconnaître officiellement la résistance syrienne et nous aidons l'armée syrienne libre à s'organiser. Est-ce que la France pourrait, dans le futur proche, opérer des frappes en Syrie? C'est une opportunité qui ne se présente pas aujourd'hui. Nous avons une tâche déjà importante à mener en Irak et on verra dans les jours qui viennent comment évoluera la situation. Vous y réfléchissez? C'est une question qui est posée. Général Vincent Desportes, bonsoir, merci d'être avec nous, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. Pierre Conessa, bonsoir, vous êtes maître de conférence à Sciences Po et à l'ENA, spécialiste des questions stratégiques internationales, spécialiste des questions de défense et militaire, auteur de La fabrication de l'ennemi et c'est aux éditions Robert Laffont. Général Desportes, est-ce que la France doit aller frapper en Syrie ? Bon, écoutez, à partir du moment où on se lance dans cette guerre, si on frappe en Irak, il faut également frapper en Syrie, logiquement. Maintenant, a-t-on les moyens de tout faire? Probablement pas. On a 6 pauvres petits avions qui partent des Émirats Arabes Unis pour aller conduire cette mission, 3000 km aller-retour, on ne peut pas tout faire. Bon, pour l'instant, on frappe en Irak. Moi, je crois que si la campagne continue, il faudra forcément aller également travailler avec les Américains en Syrie. C'est la simple logique. Ne frapper qu'en Irak... Hors de tout cadre légal. Pas hors de tout cadre légal. M. Fabius a dit hier qu'il n'y avait pas, il s'y connaît infiniment mieux que moi, il a dit qu'il n'y avait pas de difficulté juridique à une action en Syrie. Moi, je le crois, c'est mon ministre des Affaires étrangères. Et je dis la logique militaire veut que si on frappe en Irak, il faut également frapper en Syrie. Le reste n'aurait pas de sens. Pierre Conessa, vous êtes d'accord avec ça? Il faut frapper également en Syrie? Sur un plan strictement militaire, moi je suis complètement d'accord avec le général Desportes. C'est vrai que ça n'a aucune logique de se limiter à un Irak qui en fait n'existe plus puisque l'État islamique lui-même est à cheval sur les deux frontières. Sur ce qui concerne la base juridique, vous savez, je suis beaucoup plus dubitatif. J'ai appris comment on tordait le cou au droit international quand on en avait besoin pour ne pas me poser trop la question. Quand on est en situation de guerre, la première victime, c'est le droit. Général Desportes, frapper les islamistes radicaux en Syrie, est-ce que cela veut dire nécessairement renforcer Bachar el-Assad ? C'est toute ambiguïté, évidemment. Il est évident que Bachar el-Assad va s'en trouver renforcé, puisque l'un de ses ennemis principaux, sa menace principale, est affaiblie. Donc évidemment, ça le renforce. C'est la simple logique, c'est toute ambiguïté. Mais je crois que dans ce cas... On ne peut pas faire d'une pierre deux coups, enfin pardonnez-moi de l'expression, mais est-ce qu'on ne peut pas à la fois frapper le sanctuaire des terroristes et dans le même temps le régime syrien? Non, mais attendez, soyons raisonnables. Le problème est toujours politique. Alors on ne sait absolument pas ce qu'on peut mettre à la place de M. Bachar el-Assad. Donc, restons raisonnables. Donc, moi, je pense que dans le cadre d'une crise majeure, quand il y a plusieurs menaces, la sagesse veut qu'on les priorise. Quel est le plus dangereux? Aujourd'hui, qui nous menace directement? Je crois que vous n'êtes pas d'accord. Mais qui nous menace directement? C'est l'État islamique. Eh bien, occupons-nous de l'État islamique. M. Assad ne nous menace nullement. Par contre, qui s'est fait égorger hier? Qui a égorgé hier? C'est bien une mouvance de cet État islamique. Donc lui nous menace directement. Eh bien, frappons-le d'abord. Le reste, on verra après. Mais finalement, si je vous entends bien, Général Desportes, peut-être qu'on aurait dû finalement soutenir le président Assad dès le départ. Il y a 3 ans, peut-être qu'on n'en serait pas là. Écoutez... Parce que si vous dites finalement nos ennemis aujourd'hui, c'est l'organisation de l'État islamique et pas Bachar el-Assad, finalement, il y a 3 ans, on aurait peut-être mieux fait, nous, occidentaux, non, mais allons jusqu'au bout de la logique, de l'avoir soutenu et peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Non, ce qui est sûr... Parce qu'il tenait, lui, les... Eh bien, on ne va oui, pas faire l'argumentaire de Bachar el-Assad. Non, mais écoutez, il faut être raisonnable. Je ne sais pas s'il faut aller au bout de votre logique, mais nous ne pouvons pas intervenir partout. Nous n'avons pas les moyens. Regardez, nous sommes intervenus en Libye, et puis la Libye était un État solide. Maintenant, la Libye est devenue un pays exportateur de terrorisme, d'armement, de violence, etc. L'Irak, c'est la même chose. Donc je crois que si Saddam Hussein était aux affaires, on n'en serait pas là. C'est quand même les Américains qui ont créé ce Frankenstein. Hein. Et il va être d'accord avec vous, là. Oui, c'est quand même les Américains qui l'ont créé. N'intervenons pas tout le temps. Alors est-ce qu'il fallait soutenir M. Assad? J'en sais rien. Mais en tout cas, quand on fait tomber un régime, il faut avoir quelque chose pour le remplacer. Notre grande faute en Libye, c'est qu'on a fait tomber M. Kadhafi et on a laissé un vide politique. On a le sentiment qu'à chaque fois qu'on a intervenu, on n'a jamais pensé au jour d'après. Eh bien oui. Et qu'on ne retient peut-être pas les
c'est vrai, les leçons du passé. Pierre Conessa, vous êtes d'accord avec le général Desportes ? Oui, le général exprime un point de vue que j'ai longtemps vécu au ministère de la Défense. On utilise l'armée française à la place d'une politique. Lévinas, je crois, au moment de la guerre du Koweït, avait dit pour Clausewitz, la guerre est la continuité de la politique par d'autres moyens. Et il disait, mais avec George Bush, c'est la continuation d'une non-politique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On pense que la guerre va résoudre la question de l'État islamique. Moi, j'ai deux divergences. En tout cas, je remarque une chose dans le discours du général Desportes. On y va avec les Américains. Mais la question, c'est qu'est-ce que font les États de la région ? Ils ont 400 avions de combat. Nous, on en a mis 6. On a gardé secret le nombre d'avions des pays du Golfe qui ont participé à l'opération hier avec les Américains. Pourquoi ? Je veux dire, y a-t-il vraiment une réticence à ce point-là ? S'il y a une réticence à ce point-là... Il y a 10 avions arabes qui ont participé à des frappes sur la Syrie. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. 10 avions arabes sur les 400 de la flotte, et en excluant les Jordaniens, ça veut dire 10 sur les 400 avions dont disposent les pays du Golfe. C'est quand même pas un effort de défense gigantesque. Donc moi, je me pose toujours la même question, c'est quel est notre objectif politique dans cette guerre ? Si c'est défendre des gens qui ne veulent pas se défendre, je ne crois pas que ce soit le rôle de l'armée française. Je crois que la menace pèse d'abord sur les pays de la région. Et deuxième remarque... Pourquoi vous dites ça, Pierre Conessa ? Parce que vous dites la menace pèse d'abord sur les pays de la région. Mais pardonnez-moi, mais quand on voit qu'il y a quand même 1000 djihadistes français qui sont là-bas sur le terrain, qu'il y a des risques aujourd'hui d'attentats en France, la menace, elle ne pèse pas uniquement sur la région. Elle pèse aussi sur notre territoire national. J'ai dit elle pèse d'abord sur les pays de la région. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que là, maintenant, elle va peser encore plus sur nous. Parce que les djihadistes qui partaient en Syrie, en Irak, n'ont plus aucune raison de partir. On leur a désigné l'ennemi, ils peuvent faire les choses ici. Le prix d'achat d'une Kalachnikov dans nos banlieues est malheureusement en baisse. Et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir des Meras et des Nemouches absolument partout. Parce que ces gens-là, et c'est les sites salafistes qui l'expliquent tous les jours, ces gens-là nous considèrent comme leurs ennemis. Avant, ils partaient. Moi, j'aimais mieux qu'ils soient là-bas qu'ici. Maintenant, ils vont rester. Est-ce que vous ne pensez pas que ces gens-là nous considèrent déjà comme leurs ennemis auparavant ? Oui, mais ils avaient toute la France représente aussi, c'est la laïcité. Voilà, on a souvent été attaqués par ces groupes terroristes, notamment sur ce plan-là, ce pays laïque qui défend ses valeurs. Oui, tout à fait, effectivement. Cela dit, on a un service de police et de renseignement qui a très bien marché, puisqu'on a arrêté plus d'attentats terroristes que n'importe lequel des États européens. Mais cela dit, encore une fois, ces gens-là, quand ils partaient là-bas, ils étaient là-bas. Tandis que maintenant, ils n'ont plus aucune raison de partir là-bas. Non, moi je crois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pierre Conessa. Moi je crois que nous étions déjà la cible. Nous sommes le deuxième grand Satan. Le premier c'est les États-Unis, le deuxième c'est la France. Donc nous sommes déjà menacés. Et des Mehdi Nemouche, il y en a 1000, on le sait, qui reviendront. Ils reviendront un jour. Donc je suis désolé, mais je crois qu'il est pour la sécurité des Français, il est important d'intervenir fermement. Ça concerne directement la sécurité des Français en France. La menace existait et je ne crois pas qu'elle soit renforcée par cette intervention. Au contraire. Pierre Conessa, il y a un acteur clé aussi. Moi, je me pose une deuxième question. Oui, allez-y. J'ai essayé de faire la comparaison, un tableau actif-passif, si vous voulez, de l'État islamique et de l'Arabie saoudite. Ah oui, ça c'est votre Je suis arrivé, mais je suis arrivé exactement au même raisonnement, c'est-à-dire que c'est le même État, il pratique la même intolérance religieuse avec l'interdiction de tout autre culte, il pratique la décapitation, puisque quand même l'Arabie saoudite mène par 62-3 quand même. Mais il ne nous menace pas quand même sur notre propre territoire. Oui, je sais bien, mais si on défend le docteur Frankenstein qui a créé le monstre, je veux dire, comment peut-on penser qu'il n'y aura pas un monstre derrière ? Si on ne s'attaque pas au problème à la racine, c'est-à-dire le salafisme qui a fait naître l'Arabie saoudite, on va avoir un traitement militaire d'une crise politique. Voilà. Non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec vous, mais à un moment donné, quand il y a une menace, il faut agir, et je crois que par exemple, si Bagdad tombait aux mains de l'État islamique, je crois que ce serait quand même une crise majeure, et donc il faut l'empêcher. Et on voit bien d'ailleurs qu'on intervient massivement pour arrêter cette prise de Bagdad. À un moment donné, les discussions c'est bien, mais l'action est encore plus importante. Je ne dis pas évidemment que cette action militaire va résoudre le problème, c'est parfaitement faux, mais à un moment donné, il faut endiguer, et ensuite il va falloir agir en termes politiques. C'est ça qui va être fondamental, évidemment. Général Desportes, si je suis le raisonnement de Pierre Conessa, est-ce que c'est pas aussi aux pays arabes d'être en première ligne ? Alors, Pierre Conessa dit finalement il y a une sorte de sous-effectif, ils sont pas si présents que ça, il dit 10 appareils sur une flotte de 400, c'est rien du tout, il a raison en ce sens-là. On dit, et vous le savez mieux que nous, et vous pouvez peut-être l'expliquer à nos téléspectateurs, que cette guerre, elle ne se gagnera pas, tous les experts militaires le disent, vous êtes le premier à le dire, si on n'envoie pas de troupes au sol. Alors aujourd'hui, les Occidentaux veulent pas en envoyer, pourquoi les pays arabes n'envoient-ils pas de troupes au sol ? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des Saoudiens sur le terrain, des Jordaniens, des Qataris ?
Non, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Et le chiffre qui a été avancé par Pierre Canessa est très intéressant. Effectivement, nous intervenons, ils sont menacés et ils ne font pas le boulot. C'est nous qui le faisons. Ils ne font pas le boulot, donc vous dites. Non, ils ne font pas le boulot. Non, ils ne font pas le boulot. Ils devraient faire. Mais nous sommes au début d'une crise qui a 8 jours et qui dit M. Obama, je ne sais pas s'il a raison, et qui va durer 3 ans. Moi, je pense que ça va durer plus longtemps. Donc, on voit bien que c'est déjà pas mal qu'ils soient avec nous, qu'ils agissent. Et petit à petit, on va avoir une action diplomatique qui va renforcer cette coalition et conduire, je l'espère bien, les États, les monarchies du Golfe à participer beaucoup plus directement aux actions militaires. On est au début d'une crise, hein, on n'est pas à la fin de la crise. Tout à l'heure, quelqu'un me citait un chiffre très intéressant. Il me disait que c'est la 4e guerre que les États-Unis déclarent à l'Irak. Il y a eu le père Bush, il y a eu les frappes aériennes de Clinton, il y a eu la 2e guerre d'Irak et maintenant c'est la 4e. Ça veut dire que si vous vous mettez dans la tête des djihadistes, des salafistes, djihadistes, vous avez exactement le scénario qu'ils attendent. C'est-à-dire, même si les États de la région sont pour eux des ennemis qu'il faut de toute façon abattre sur des dynasties corrompues, etc., nous apparaissons dorénavant comme l'ennemi principal. Et donc, pour tous ces gens qui sont ici, qui regardent ces sites salafistes, etc., sont des gens qui vont se dire pourquoi aller là-bas puisqu'on peut faire la même chose ici. Donc le risque a été considérablement aggravé par ça. Vous avez remarqué que d'autres pays qui se débrouillent mieux que nous, comme par exemple l'Allemagne ou la Suède, ne sont pas, ou je ne sais, ou même l'Angleterre hésite à y aller. Il doit bien y avoir une raison pour ça. L'Angleterre n'y va pas parce qu'elle n'a plus d'armée. Déjà, c'est le premier point. Hein. L'armée de la Grande-Bretagne s'est usée en Irak et en Afghanistan. Nous, on a encore une toute petite armée, ce qui nous permet d'exercer une part de nos responsabilités. Je crois que c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles les Britanniques ne participent pas à cette affaire-là. Il y a peut-être une deuxième caractéristique, c'est quand ils sont allés en Irak, il y a eu les attentats de 2005 à Londres. C'est-à-dire la preuve que je suis en train de vous donner que la menace est en train de se déplacer ici. Et elle va devenir beaucoup plus grave. Mais oui, alors vous dites pourquoi la Suède, pourquoi l'Allemagne, pourquoi... Mais nous sommes un pays différent et nous avons un sentiment différent des responsabilités qui sont les nôtres dans le monde. Nous n'avons pas la même position que l'Allemagne dans les relations internationales. La France fait entendre sa voix et la France est grande aussi parce qu'elle est capable d'intervenir dans les crises. Ça fait partie de nos avantages comparatifs, qu'on le fasse. La France a des responsabilités parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous ne sommes pas dans le cas de l'Allemagne ou du Danemark. Alors justement, Pierre Canessa, c'est l'argument du général Desportes, c'est l'argument de la classe politique française, c'est de dire oui, on s'expose plus, mais on est une grande puissance, on est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc il faut être à la hauteur de notre rôle aussi. Hein. Vous savez, les Britanniques ont le même statut que nous. Ils sont venus d'ailleurs avec nous mais en Libye. Ils vont y aller sans doute, les Britanniques, parce que là, David Cameron a dit qu'ils allaient y aller quand même. Ils sont venus, on a fait ensemble la Libye, si vous voulez. Comme dans le genre succès militaire, c'était formidable. Dans le genre succès politique, c'est une catastrophe. Donc, revenons encore une fois sur l'utilisation des moyens militaires pour résoudre des crises politiques. Depuis 1991, ça n'a cessé d'être des échecs, sauf la Yougoslavie, la Bosnie. L'Afghanistan, on y est depuis plus longtemps que les Soviétiques, avec le même effort de défense, et en plus les Américains ont étendu la guerre au Pakistan. L'Irak, je n'ai pas la peine de vous faire le tableau. Et sur la Syrie, on a fait une espèce de pas de deux en disant on n'y va pas, on bombarde les sites chimiques, etc. Donc oui, on a des responsabilités, mais on est un pays... Oui, mais la Syrie est un bon exemple, Père Canessa, parce que la Syrie, on n'a rien fait en Syrie. Et bien, le résultat aujourd'hui, moi je peux vous donner ce contre-exemple de la Syrie, c'est que Bachar el-Assad est toujours au pouvoir et qu'il y a aujourd'hui un sanctuaire terroriste avec l'organisation de l'État islamique, mais on parle de l'organisation de l'État islamique, mais il y a d'autres groupes en plus, parce qu'on se focalise là-dessus, mais il y a encore d'autres groupes. Donc voilà un endroit où on n'a rien fait et où la situation, c'est le chaos total également. Non, c'est quand même moins le chaos qu'en Irak où on a fait. C'est quand même ça. Pourquoi est-ce que les pays de la région, pourquoi est-ce que les pays de la région ne veulent pas aller défendre? Pourquoi est-ce que les pays de la région ne veulent pas aller défendre le régime de Bagdad? Parce que c'est des chiites. C'est-à-dire que la composante majeure de cette crise, et c'est aujourd'hui vrai dans 9 États du monde arabo-musulman, c'est une guerre sunnite-chiite. Dans une guerre de religion, la tierce partie qui intervient est l'ennemi des deux. De toute façon, et encore une fois, dans une guerre de religion, ce n'est pas des militaires qui vont résoudre la guerre de religion. Vous savez, quand on a eu nos guerres de religion, l'Empire ottoman avait soutenu les protestants. Je ne crois pas qu'ils en aient tiré un grand avantage diplomatique. Et c'était la grande puissance de l'époque. Non, il y a des variables de guerre dans lesquelles on ne peut pas intervenir. Et ce n'est pas parce qu'on va y mettre des militaires qu'on va résoudre la crise politique que ces pays ont à affronter. Non, mais ça, je crois que c'est clair. Mais il y a un incendie. Cet incendie vous menace. Alors certes, les habitants de l'immeuble se battent entre eux, mais il y a un incendie qui vous menace. Vous allez éteindre l'incendie. Ensuite, vous allez essayer de régler les querelles dans l'immeuble qui est en train de prendre feu. Je crois qu'il y a 2 temps. Le premier temps, c'est l'urgence. J'éteins l'incendie et ensuite, je règle le problème. Tout à fait d'accord avec vous que ce n'est pas ces bombardements qui vont régler ce problème. C'est bien évident. Mais je crois néanmoins qu'aujourd'hui, il faut éteindre l'incendie avec cette action d'endiguement de l'État islamique. Mais en général, c'est vous-même qui l'avez écrit. Vous savez très bien
qu'une action aérienne ne résoudra rien. C'est-à-dire qu'on s'engage dans des campagnes aériennes de long terme. Et toutes les opérations militaires qu'on a menées ont toutes été des opérations militaires de long terme. Parce que à chaque fois, soit on ne voulait plus risquer des soldats au sol, comme on l'a fait en Yougoslavie ou comme on l'a fait en Afghanistan, et que là, les seuls qui devraient fournir des soldats au sol ne veulent pas y aller. Bon, je veux bien qu'on arrête l'incendie, mais Pour quelles raisons ne veulent-ils pas y aller ? Une des raisons, c'est parce que c'est un État chiite. Parce que c'est un État chiite à Bagdad. N'oubliez pas que pour la première fois, les sunnites se trouvent en position de minorité, alors qu'ils ont toujours été en position de majorité. Ils sont en situation de minorité ou de difficulté en Syrie, ils sont en situation de difficulté en Irak. Et donc, vous avez une guerre ouverte qui, aujourd'hui, a été largement alimentée par l'Arabie Saoudite et par le Qatar. Donc, vous êtes dans une situation où, effectivement, les variables de la guerre, les variables politiques de la guerre n'ont pas été analysées. Et c'est pas parce qu'on défend nos intérêts. Prenons un exemple. Le pétrole du Golfe, aujourd'hui, s'en va vers l'Asie. Vous avez vu un pays asiatique qui veut participer à ce conflit ? Non. Donc, qu'on ne nous sorte pas l'argument énergétique. Si c'est une question d'intérêt militaire, s'ils font la guerre, on peut leur vendre des armes, c'est pas un problème. On a tout ce qu'il faut. Donc, on est dans une situation qui est complètement surréaliste. C'est nous qui allons faire la guerre à leur place. Je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Alors, moi, je note quand même, Pierre Conessa, que le monde a pris feu. Le monde a pris feu. L'Ukraine, Boko Haram au Nigeria, le Mali, la Centrafrique, avec cette nébuleuse djihadiste terroristes qui nous entourent. Est-ce qu'on va laisser ce feu prendre partout ? Je ne crois pas. À un moment donné, il faut agir. Vous savez bien que ces réseaux ne sont pas véritablement mêlés, mais qu'en fait, ils ont des intérêts communs, etc. On peut pas. Après, il y a une affaire de cohérence. Nous, on ne peut pas aller attaquer et détruire les terroristes au Mali, intervenir en RCA pour que ça ne devienne pas un havre de paix pour eux, lutter contre Boko Haram et laisser tranquillement l'État islamique s'installer à Bagdad. Je crois que c'est pas raisonnable. Ou bien il ne fallait rien faire, ou bien il faut continuer. Non, mais vous avez complètement raison. Bon, cela dit, je vous signale que le conflit le plus meurtrier dans lequel on n'est pas intervenu, c'est le Congo. 2,5 millions de morts, 30 000 enfants soldats, etc. Donc on laisse ça de côté, ça c'est profits et pertes. Mais si on doit s'attraquer... C'est pas le même danger, c'est pas la même chose. Attendez, 2,5 millions de morts, ça devrait quand même interpeller la communauté internationale. On parle pas de ça. Non, mais justement, parce que vous me faites un tableau du monde dans lequel vous avez mis la Crimée et les islamistes. Si on doit s'attaquer aux islamistes, il faut s'en rendre compte que la matrice idéologique, c'est l'Arabie Saoudite et c'est les pays du Golfe. Or, c'est cela qu'on est en train de protéger. Donc, j'ai un doute. Ou bien on fait un agenda politique en leur disant, écoutez, vous avez un certain nombre de critères à remplir en matière de droits de l'homme, en matière de respect du droit des femmes, en matière d'arrêt de la torture, en matière d'arrêt des décapitations publiques, parce que quand même en Arabie Saoudite... Il faut faire ça à de nombreux pays quand même, Pierre Conessa. Non, mais attendez, là on s'intéresse à ceux qui sont à l'origine du conflit. Et si on leur dit, votre agenda, une fois qu'il est rempli, on vient vous donner un coup de main, vous verrez que la position sera complètement différente. Tandis que là, aujourd'hui, on ne leur demande rien. Rappelez-vous qu'après la première... la même chose à l'Iran aussi ? Bien entendu, pourquoi pas. Rappelez-vous qu'après la première guerre du Golfe, aussi, on avait posé des conditions à l'Arabie Saoudite. Et puis, ils nous ont dit, oui, mais on a engagé une réforme. Ça ressemble au passage de la 18e à la 19e dynastie pharaonique. Ils n'ont strictement rien fait. Rien. Les femmes n'ont toujours pas le droit de conduire. La torture existe toujours dans les prisons saoudiennes. La décapitation existe toujours. Et les mains coupées pour les voleurs existent toujours. Alors, qui défend-on dans cette affaire ? Merci à tous les deux d'avoir participé à ce face-à-face. Voilà, vous avez fait Pierre Conessa qui est toujours très sur l'Arabie Saoudite. C'est un peu votre cheval de bataille. Hein. Merci beaucoup Pierre Conessa. J'ai un mot à dire. Allez-y, général. Moi, j'appelle... Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord pour y aller. Mais en tout cas, la politique française est incohérente, il faut le répéter, dans la mesure où il y a une inadéquation complète entre la mission et les moyens. Le premier rôle du stratège, c'est de pratiquer l'ajustement de la mission et des moyens. Là, on a une armée dont les moyens se dégradent de jour en jour et on intervient de plus en plus. Moi, j'appelle à la cohérence dans la politique de ce gouvernement. Je vous retrouve dans un instant pour une nouvelle édition. Et puis là, notre second débat qui va être consacré ce soir toujours à ce risque terroriste. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque de stigmatisation, justement, peut-être une fois encore, de la communauté musulmane, hein, les musulmans de France, qui appellent à manifester, qui appellent à un rassemblement de solidarité, notamment le président du Conseil du culte musulman en France, qui appelle donc à manifester jeudi devant la Grande Mosquée de Paris. À tout de suite.